Je m'appelle Fabienne. On va donc démarrer cette petite session sur le pitch. Je faisais d'ailleurs une remarque à Philippe sur le terme relations publiques, qui est mon univers et mon métier depuis quelques années. Je l'écris comme ça parce que si je l'écris CS, tout le monde me dit « Ah, il y a une faute !» Sachez quand même, pour ceux qui connaissent peut-être moins ces univers, que normalement, le mot relations publiques s'écrit depuis 2011 en France CS, puisqu'il s'agit bien de la relation aux différents publics ou parties prenantes de l'entreprise, et non pas ce terme qui avait en fait été plus une mauvaise traduction de l'anglais, Public Relations, et qui en français faisait un peu les RP, les mondanités, les soirées cocktails et compagnie. Voilà, donc ce petit point étant fait sur mon univers, on va donc démarrer tout de suite sur le pitch. Donc, effectivement, je vous ai mis une image des conférences TED qui sera un petit peu un fil rouge, vous allez voir, dans cette présentation. Pourquoi, effectivement, vous êtes là? C'est parce que probablement, on vous a demandé, ou ça va peut-être venir bientôt, de présenter en l'espace de 15-20 minutes un projet. Alors, ça peut être en interne, hein, ça peut être sur évidemment des appels à projets, des concours, des jurys. Hein, il y en a de plus en plus aujourd'hui dans différentes thématiques, hein, que ce soit les numériques, les femmes digitales, enfin bon, etc. Ça peut être aussi, bien sûr, et j'accompagne également des entreprises comme Eiffage sur des auditions publiques auprès de collectivités, d'élus, etc. Là aussi, hein, les délais sont de plus en plus réduits et on demande effectivement de présenter des projets qu'on demandait à peu près 6 mois de boulot en 15 minutes, et en plus à plusieurs équipes d'entreprises qui, si elles travaillent en tout cas depuis quelques temps ensemble, n'ont pas forcément quand même toute la même culture de com. Et donc, c'est juste l'horreur, hein, c'est-à-dire que là, il y a un moment, vous vous dites, au secours à l'aide, comment je vais faire? Donc, et surtout aussi, comment je vais faire en sorte que mon auditoire ne passe pas dans les bras de Morphée. Donc voilà, c'est quelques techniques qui vont être rapidement, évidemment, vous avez compris le principe hein, des tutos du Media Lab, c'est qu'on passe une vingtaine de minutes à peu près en ce qui me concerne sur un sujet, que évidemment on ne va pas rentrer dans le détail de l'ensemble des tuyaux et des trucs. Ceci étant dit, je vais quand même vous passer en revue quelques petites techniques qui vont bien et qui vont vous permettre d'être relativement opérationnels, puisque quand même vous êtes des communicants peu ou prou, et qu'on a quand même des techniques usuelles en la matière. Alors, les conférences TED, qui ne connaissent pas? Tout le monde connaît, hein, ça existe depuis 30 ans aux États-Unis. J'en parle comme étant un point intéressant, c'est pas non plus, je dirais, la panacée, au sens où ça reste un format très américain, qui a d'ailleurs aujourd'hui, depuis 30 ans, quelques ennemis, c'est un beaucoup dire, mais enfin en particulier en France. Hein, on est quand même un pays où on n'a pas une culture orale, hein, donc on a toujours considéré que les anglo-saxons allaient trop vite et sont parfois trop vulgarisateurs dans leur approche. Pour autant, ils ont des techniques qui fonctionnent, hein, et si Bill Gates ou Al Gore les ont exploitées, c'est pas pour rien. Alors ce côté chaud peut déplaire à certains, c'est évident. Pour autant, il y a des techniques intéressantes et je vais vous montrer là donc un extrait d'un début de conférence donc TED, hein, que pas forcément tout jeune, mais qui est intéressant puisque la conférencière, en l'occurrence une femme qui est spécialisée sur l'économie, va effectivement utiliser en l'espace de 2-3 minutes déjà quelques techniques intéressantes. Donc c'est parti, son, image, waouh, non, si. J'ouvre une page web, excusez-moi. Où est la souris? Là. J'ai la chance d'avoir un assistant hein, exceptionnel. Merci. En 2030, nous travaillerons 15 heures par semaine et passerons le plus clair de notre temps à faire ce qui nous plaît. Malheureusement, cette prophétie n'est pas de moi, mais du grand économiste Keynes. Keynes s'imaginait que les progrès techniques et les gains de productivité
Allez faire de notre monde un paradis d'abondance, où nous serions tous oisifs, prospères et heureux. Bon, les choses ne sont pas tout à fait passées ainsi. Oisifs, nous travaillons certes moins, mais on attend de tout le monde qu'il occupe un emploi. Prospères? Probablement, en ce qui concerne les 1%. Heureux? Peut-être. Mais ce n'est certainement pas grâce au monde du travail. Alors, que s'est-il passé? C'est que les progrès techniques, en constante accélération, ont eu des conséquences sur le travail et l'emploi que nous avons tout autant du mal à évaluer que Keynes en son temps. Prenons Ford. Ford, en 1929, employait 130 000 personnes. Moins d'un siècle plus tard, Tesla Motors, l'un des constructeurs automobiles les plus innovants et les plus en vue aujourd'hui, n'en emploie plus que 6 000. Et la plupart sont ingénieurs. S'arrêter là. D'hommes dans les usines Tesla. J'aurais pu vous prévenir. Bien sûr, je ne vous apprends Alors, rien. déjà, je livre ça à votre jugement. Est-ce que on s'arrête sur cet extrait? Donc, je vais revenir sur mon petit PowerPoint. Vous pouvez me dire, allez-y, ce que vous avez déjà pu voir comme truc. Alors, c'est très théâtralisé, on est bien d'accord, c'est le show à la TED. C'est pas ce qui est forcément la panacée, mais elle a utilisé en 2 minutes, on va dire 4 à 5 techniques de base. Je vous écoute. Est-ce que vous les avez repérées? Alors, l'accroche, quelle est-elle? C'est quoi? C'est une citation de quelqu'un de référent. Keynes, ça va, a priori, on peut penser auprès du public TEDx que ça va à peu près. Elle fait une citation de référence. Donc, elle commence son pitch. Et ça, vous le verrez, quand vous voyez notamment des plus jeunes qui commencent à être formés à ce type, je pense, Femmes Digitales ou à la Pecha Kucha, des formats dont je reparlerai rapidement. Voilà, commencez par présenter un projet en ne parlant pas soi, mais en faisant parler quelqu'un de référent sur votre thématique et qui va asséner un propos, alors là, qui en plus ajoute une dimension autre, c'est que le propos, il est comment ? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit quelque chose d'extrêmement provocateur. Tout à fait. Donc là, non seulement elle va chercher une référence, mais en plus la référence est extrêmement provocatrice. Elle va aller justement complètement à l'encontre de ce qu'elle va dire après, ce qui est aussi une technique assez forte. Donc on a vu cette dimension de référence. Ensuite, d'autres choses. Alors, il y a effectivement les techniques de fond, après il y a les techniques de posture. Alors si on en vient sur la posture, des pauses régulières, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de déblatérer son truc à toute vitesse. Elle marque des pauses, ce qui est aussi, si je le fais là en ce moment, une forme d'autorité. Je dis quelque chose, je le dis calmement, je ne suis pas en train de m'exciter, et donc ça pose une forme d'autorité. D'autres idées ? Vas-y, vas-y. Elle nous raconte une histoire, elle nous embarque dans une histoire. Voilà, le fameux storytelling, voilà, très américain, dont on va reparler aussi. Elle fait autre chose que j'aurais bien aimé que vous voyiez. 2 autres choses qui sont très basiques. Alors, les illustrations derrière, ça, c'est vrai qu'on commence bien à y venir aussi. Alors, il y a l'affect, ça c'est l'aspect storytelling dans son histoire. Ça, c'est très américain. Alors, bon, si vous ne trouvez pas, je vais le dire. J'arrive pas à retourner sur mon truc. C'est que tu étais. Alors, attends. Bah ouais. Mais alors, voilà. Merci beaucoup. C'est qu'elle va être dans le questionnement. Ça, c'est hyper important. Et elle va très vite donner un exemple concret. OK ? Donc, le questionnement, ça veut dire tout de suite... Qu'en pensez-vous? Vous interpellez votre auditoire, même s'il y a 200 personnes dans la salle, de commencer par dire vous avez peut-être eu besoin de, ou vous vous êtes retrouvé dans la situation de. Je vais y revenir, mais au MIT, vous savez ce que c'est, l'université américaine,
En France, on a encore un petit peu de mal avec ça, surtout dans le milieu universitaire. Il y en a peut-être parmi vous, hein, mais moi qui travaille avec des chercheurs, je peux témoigner combien il est parfois difficile de faire comprendre que vulgariser, c'est pas forcément devenir vulgaire. Ce terme-là, d'ailleurs, en France, est symptomatique en lui-même, d'ailleurs, de l'idée que peuvent avoir les formes, les intelligences du partage de leurs travaux. Tout de suite, on se dit, il y a un truc là quand même derrière ça. Mais il s'agit pourtant bien de ça. Et c'est vrai que le fait de ne pas rester conceptuel, de ne pas rester totalement nébuleux, va aider au propos. Donc le questionnement, vous l'avez entendu en faire, elle en fait plusieurs de suite. Et l'exemple concret, c'est lequel? Vous l'avez sans doute retenu, hein, c'est Ford versus Tesla. D'accord? Donc très vite, et là c'est pareil, quand on présente un projet, on a tellement envie de convaincre qu'on en fait des couches sur le concept, le machin, le truc, et alors on se perd. Hein. Tout de suite prendre un exemple. Alors c'est pas facile, vous me direz, parce que quand on pitch, souvent, on aimerait bien dire tout ce qu'on a à dire sur notre projet. On a tellement travaillé depuis longtemps dessus. Donc, il va falloir faire des tris. Et faire des tris, ça veut dire souvent aussi se dire, il faut que je choisisse un axe. 3 au maximum. Hein, ça dépend. Si on a 20 à 25 minutes, on peut peut-être un peu plus déployer. Mais il faut choisir un axe. Il n'y a pas tortiller, vous ne pourrez pas tout dire pendant votre pitch. Et je prends un exemple qui sera le plus généraliste possible, que les gens vont le plus facilement s'approprier. Là, Ford versus Tesla, enfin en plus avec les images derrière, comme vous le disiez, hein, c'est-à-dire que je montre évidemment, là c'est une conférence sur le plein emploi, on peut être d'accord ou pas, hein, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas derrière elle montre une image remplie de collaborateurs, d'ouvriers à l'époque, et puis ensuite l'usine complètement vide. Terminé. Je veux dire, CQFD, son propos est d'une limpidité et surtout d'une clarté tout à fait remarquable. Alors, ça c'était, on va dire, les petits trucs un peu de contenu. Maintenant, sur sa posture, elle est, et alors là, extrêmement ancrée dans le sol, hein, c'est-à-dire qu'elle est comme ça, hein, franchement. Quand on n'a rien dans les mains, je précise d'ailleurs que ce petit atelier et le pitch, moi quand je fais de l'accompagnement au pitch, je ne fais pas de l'accompagnement à la prise de parole en public. Hein. C'est un autre sujet sur lequel d'ailleurs des gens qui peuvent être du domaine du théâtre ou de la comédie sont beaucoup plus pertinents que moi, donc j'ai des partenaires en l'occurrence. Moi, mon objectif, c'est que, on se voit à la fin de l'accompagnement, vous avez votre PowerPoint, votre trame de pitch, 2-3 répétitions et en avant. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on a forcément ni géré son stress, ni géré sa respiration, ni géré sa voix. Ça, c'est un autre sujet. Donc, sur l'ancrage, les pauses, on en a parlé. Pas de notes, bien sûr. Et je dis bien sûr parce que c'est une évidence. Déjà, les gens qui tremblent, s'ils ont un papier et qui sont comme ça, c'est pas génial. Et puis, de toute façon, votre projet, vous le connaissez. Et oui, un pitch se prépare. Le gros problème qu'on a en France, c'est comme on n'est pas dans une culture de l'oral. Donc, au moment de la présentation orale, ça nous emmerde tous. Hein. Enfin, je veux dire, sauf ceux vraiment qui aiment ça, mais c'est plus à titre personnel. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Je le constate encore dans beaucoup d'entreprises, on va chercher un document écrit, qu'on a préparé pour l'écrit, on va se faire un petit copier-coller bien sympathique d'un certain nombre de choses qu'on a faites, des tableaux, des trucs, et puis on va se dire, ça va bien aller comme ça, je vais partir avec ça, et je n'ai pas passé de temps, ni à choisir mon propos, ni à me faire une trame de message, et encore moins à le répéter. Et alors là, de plus en plus quand même, puisque les formations aujourd'hui, puis on le voit bien même, j'ai mes amis du Carrefour du Bois, je ne sais pas si elles sont restées là, mais qui étaient là tout à l'heure, quand il y a des pitchs, des présentations qui sont faites comme ça sur des salons, vous avez les anglo-saxons qui passent, les Français après, et là, quand même, ils commencent à se dire, oui, on a un problème, quoi. Il va falloir qu'on traite autrement notre affaire. Vous avez des gens extrêmement intéressants au demeurant, mais qui, d'un seul coup, vont vous présenter le marché du bois avec des tableaux copiés-collés de documents écrits sur lesquels on ne voit rien. La salle décroche immédiatement. Alors, je vais vous montrer un deuxième extrait, qui est pas tout récent non plus, mais qui est intéressant. Moi, j'accompagne les Co-Innov Factories et donc la Creative Factory, qui sont 2 dispositifs pour des porteurs de projets donc innovants et ces jeunes créateurs, enfin jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il y en a qui ont déjà un peu d'expérience, vont avoir effectivement à pitcher leur projet, souvent devant des jurys, des financeurs potentiels, etc.
Ce qui est important aussi, et là on est toujours dans l'aspect du message, c'est d'avoir une vision inspirée des choses. Alors je vais vous montrer donc un deuxième extrait. Alors il arrive parfois que sur cette vidéo, et j'ai jamais pu la retrouver, vous irez la voir tranquillement chez vous, elle démarre pas, en fait je suis obligée de revenir au début. Elle ne démarre pas au début. Donc, il s'appelle Simon Sinek. C'est un Américain qui va faire une démonstration, vous allez voir, tout à fait magistrale de ce qu'est l'innovation et des leaders inspirés. Donc, tu vas en être obligé de revenir au début. Il appelle ça donc, voilà, c'est parti. Et je vous laisse juste écouter ce début de conférence. Vous noterez aussi l'application des techniques dont on vient de parler. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, exemple why concret. is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet, they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe,
in challenging the status quo, we believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse Donc, the bon, order of the information. ça date de 2012, hein, donc je pense que vous avez déjà ressenti, vous qui êtes des communicants, que les choses sont en marche aujourd'hui, dans beaucoup d'ailleurs les marques aussi, hein, on est vraiment en train de changer le propos. Et donc, cette dimension-là, elle est essentielle. Moi, j'ai régulièrement encore des porteurs de projets ou des gens qui commencent en disant j'ai trouvé telle chose, j'ai effectivement trouvé un tissu qui fait ci, qui fait ça, qui va être génial, mais pourquoi faire? Et ça change tout dans le sens du propos que vous avez avec les autres. Parce que d'abord, si vous commencez effectivement par le quoi, hein, vous parlez de vous. Forcément, vous parlez de votre produit, vous parlez de votre brevet, vous parlez de votre projet. Alors que si vous parlez du pourquoi, évidemment, vous allez parler des autres, qui même s'ils ne sont pas forcément concernés par ce pourquoi, auront toujours, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne dans nos têtes, on se dit, ah bah oui, pas moi, mais tiens, ma sœur, mon collègue, enfin, on associe dans notre esprit tout de suite cette idée de chercher, en fait, dans notre vie à nous, comment ça peut nous toucher. C'est OK pour vous ? Alors, pourquoi effectivement, ça je vous ai mis, et je vais passer très rapidement, beaucoup d'exemples en fait de pitch. Alors cette dimension de prise de parole, pourquoi aujourd'hui on a tant finalement de formats qui sont proposés où les gens viennent partager leur expérience, c'est qu'en fait le numérique c'est très bien, hein, rester derrière son ordi, partager des choses, c'est formidable, sauf que jamais autant l'humanité n'a eu besoin d'échanger ses expériences en réel. Et c'est d'ailleurs pour ça que le storytelling à l'américaine a eu tant de succès aujourd'hui dans le monde entier et que les formats TEDx sont repris par l'ensemble des pays, c'est que finalement, effectivement, les gens ont besoin de ça. Qu'on leur raconte des histoires, comment ils ont fait. Là, je me suis plantée. Alors bon, à l'américaine aussi toujours, hein, c'est sûr qu'on raconte aussi plus facilement ses échecs. Et vous avez plein de... Alors, vous donnerez en plus, je crois, le PowerPoint ensuite, mais j'ai plein de liens que vous pourrez aller voir. Ça, The Mousse, c'est encore un autre format. On a effectivement, si vous voulez creuser un peu la chose, mais allez voir tous les débuts de cours du MIT. Hein, vous n'avez pas un prof qui va commencer sans que ça soit un échange. Vous voyez, même le mode sur la posture, conversationnel. Je suis en train de vous parler. Hein, je ne suis pas là dans ma posture magistrale en train de présenter un truc. Je parle avec vous. On est dans l'échange. Et tout de suite, les étudiants sont interpellés. Est-ce que vous avez essayé ci, etc. Donc, c'est vraiment des techniques qui fonctionnent. Vous avez encore là des formats qu'on va retrouver en France, les pieds sur scène, le 5x15, la Pecha Kucha à Nantes, hein, qui a lieu régulièrement, qui est encore là aussi un format de pitch extrêmement intéressant. Là, je vous invite vraiment à aller assister à une de ces rencontres, c'est génial. C'est sur les industries créatives, donc on a, je crois, une dizaine de porteurs de projets, ils sont des graphistes, des gens de la mode, des photographes, des architectes, des designers, qui viennent comme ça présenter leurs projets. Alors sur un format de, en fait, il y a 20 images qui défilent derrière eux, ils ont 20 secondes par image, donc on est là aussi sur un format de pitch très intéressant. Et puis bien sûr, pour ceux qui seraient dans des univers plus scientifiques, les célèbres Ma thèse en 180 secondes, hein, qui sont là aussi, alors des formats de storytelling extrêmement importants, où on va vraiment aider les chercheurs, et ça c'est des dimensions extrêmement importantes aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les financements publics, c'est quand même pas la joie, y compris dans leurs univers, et qu'ils sont de plus en plus confrontés au fait de restituer leurs travaux à des publics élargis, hein, d'où effectivement le succès de tout ça. Hein. Donc derrière, effectivement, il y a des liens, vous pourrez aller sur les sites. Alors, il est important, il y a plusieurs étapes pour écrire, on ne va pas le faire aujourd'hui, hein, parce que ça c'est vraiment un travail sur mesure, mais il faut vraiment se positionner et trouver les bons mots. Hein, et là, on est vraiment dans un exercice littéraire où je vous invite, quand vous avez des projets à présenter, à vous faire votre petit, déjà un petit SWOT, le fameux FFOM en français, mais de se redire sur mon projet, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, de se refaire son petit tableau comme ça, de n'en garder évidemment que les côtés positifs de gauche et de regarder les mots
que vous avez mis sur cette partie de gauche. Et ces mots-là, qui sont vos mots, qui portent votre projet, quel qu'il soit, eh bien, vous allez pouvoir aussi les utiliser dans votre pitch et essayer de faire en sorte que ça soit des mots émergents, différenciants. De dire mon projet est innovant, bah ouais, super, et mais encore, quoi. Enfin, vous voyez, il y a vraiment des mots bateaux qu'il vaut mieux éviter aujourd'hui. Je ne rentrerai pas dans le détail. Alors, trouver des bons mots-clés, son positionnement, encore une fois, vraiment en quoi je suis émergent et pouvoir le dire tout de suite dans son pitch. Quelles sont mes parties prenantes, c'est-à-dire les publics avec lesquels j'interagis pendant mon pitch. Évidemment, on ne va pas forcément orienter un pitch de la même façon si on s'adresse à des collègues en interne et même quand on est porteur de projet, on a toujours un petit curseur qui glisse entre la présentation publique, comme ici, devant un public assez élargi, et puis devant des banquiers, devant des partenaires potentiels. Et en général, quand on a bien fait un bon travail de kit de vocabulaire, on arrive même à se trouver une petite signature de projet. Alors, quelle est la trame qu'il vous faut rapidement ? Il faut donc rester émergent, ça, il n'y a rien à faire. Souvent, moi, je reprends des pitchs en disant « oui, mais d'accord, mais en quoi ce projet-là, ce que tu proposes, c'est différent de ce qui se passe aujourd'hui, etc. » Il faut vraiment aller chercher ce point-là. Et je peux vous dire que des fois, on passe un peu de temps là-dessus. Quelle est votre valeur ajoutée ? Trouvez un fil rouge. Ça peut être de l'ordre du storytelling. 3 axes forts, pas plus. C'est-à-dire qu'on ne présentera pas toute la gamme de produits qu'on a en tête, on ne présentera pas tous les publics, si on est porteur de projet sur une entreprise, tous les publics avec lesquels on va travailler, ce n'est pas possible. Il vaut mieux creuser à fond pendant 15 minutes un exemple qui soit le plus concret possible que d'essayer de tout balayer. C'est un peu comme autrefois les plaquettes. Vous vous souvenez, dans la com, on est souvent confronté à ça. On veut tout dire, du coup on ne voit plus rien. Là, c'est exactement la même chose. Et donc, se garder ce fil rouge, cette trame tout au long de votre présentation. Alors, évidemment, le storytelling, ça c'est sûr, il était une fois, ça fonctionne bien. Sachez que tous les films de Pixar, les studios Pixar que vous connaissez tous, sont en fait créés sur cette trame-là. Il était une fois, chaque jour, un jour, à cause de ça, encore à cause de ça, jusqu'à ce que finalement, cette trame-là, si un jour vous avez à pitcher, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel projet. Et déjà, ça vous permet de vous en sortir sur un format assez court. J'ai accompagné là récemment une jeune femme qui porte un projet sur la mobilité internationale. Il était une fois, il s'agit de présenter la thématique. Donc là, on est sur la mobilité internationale des gens et des familles qui bougent pour des raisons professionnelles et qui s'implantent sur des territoires. Il faut leur trouver des maisons, etc. C'est ça son projet. Donc il était une fois, elle dit voilà, aujourd'hui en France et plus particulièrement en Pays de la Loire, elle prend une citation. J'en profite pour vous donner un deuxième tuyau. Si vous avez une étude qui va bien, c'est bien aussi. Sur tous les sujets, on va trouver une étude, alors il faut qu'elle soit référente, pas qu'elle sorte du chapeau évidemment, mais une étude référente qui va nous aider par rapport à notre propos, c'est du tout bon. Chaque jour en France, X personnes font ci et ça. C'est pas vous qui le dites, c'est l'étude. Et donc, un jour, moi je me suis dit que par rapport à ça, tiens, il y avait une problématique, ou pas d'ailleurs, les choses ne se posent pas forcément en tant que problème, mais enfin voilà, les gens avaient peut-être des besoins par rapport à ça. À cause de ça, je suis allée faire ci, ça et ça, on peut raconter son projet, y compris un projet qu'on développe en interne, en expliquant un petit peu comment on s'y est pris. Encore à cause de ça, vous voyez, on est arrivé en fait à un produit, à une formule, etc., jusqu'à ce que finalement, je suis devant vous aujourd'hui, je vous présente le produit truc, le service machin, l'entreprise badaboum, et voilà, vous avez suivi la trame de Pixar Studio en storytelling pur et dur. Hyper simple. Franchement, normalement pour des communicants, après ça va très très vite. Alors, il faut apporter des réponses et une vision inspirée. C'est Simon Sinek qui le dit, mais c'est vrai que c'est important de ne pas essayer de prendre un peu de hauteur par rapport à votre projet. Restez influent. Je rappelle ici les 6 leviers d'influence que sont la réciprocité, ça joue sur la posture. J'arrive, je suis souriante. Si vous avez eu des problèmes ce matin, comme je vous souris, vous n'avez peut-être pas envie de me faire la gueule, enfin j'espère. Le manque, c'est le côté rareté, c'est le fait de présenter quelque chose qu'on ne va pas retrouver toutes les 5 minutes ailleurs. L'autorité, on en a parlé.
Je parle bon, ça peut être une posture, c'est aussi le fait de faire référence dans vos projets à des gens connus, à des études, enfin de reposer ce que vous dites sur des faits réels. Ça va avec la consistance, c'est-à-dire de donner des exemples concrets quand vous parlez de votre projet. Le côté affectif, si vous le sentez, ça peut fonctionner. Et la preuve sociale, je finirai par ce dernier tuyau. La preuve sociale, c'est les témoignages. Si effectivement, dans votre projet, vous pouvez faire dire à des gens de votre entourage, ou en tout cas des parties prenantes proches, que elles sont embarquées avec vous, voilà, c'est ce qu'on appelle le témoignage, le verbatim. Utilisez-le. Faites une petite vidéo d'1 minute de monsieur Untel qui dit oui, moi, elle est venue me voir et j'ai fait ça. Bon, là, je pense à mon amie sa mobilité. Là, voilà, elle a un cadre de Stélia qui était ravie de l'accueil et de tout ce qu'elle avait organisé en logement, école, etc. pour elle. Un petit témoignage d'1 minute dans un pitch, ça fonctionne très bien. Vous voyez, la vidéo, bon, faut avoir un assistant, mais bon, ça fonctionne assez bien. Je finis juste, vous allez trouver donc en fin de ma petite présentation des thématiques que je vous engage à étudier et qui doivent, je pense, se trouver dans un pitch, plus ou moins long évidemment en fonction du temps qui vous est imparti. Et bon, ce sont des sujets dont on doit trouver les réponses dans votre pitch. Je vous ai mis quelques liens, dont l'excellent Bastien, qui pitch très bien au Media Lab Speed Training. Léon ne dit pas, qui sont quelques tuyaux d'un Américain assez amusant, vous verrez. Et pour produire un support efficace, je vous renvoie vers ce lien-là, qui est en fait, c'est toujours un Américain, mais qui a fait un super slide sur le b.a.-ba du PowerPoint. Je ferai pas mieux, donc je vous le livre, c'est aussi bien. Et un petit kit de survie en milieu hostile pour les gens qui ont des problèmes de faute d'orthographe, etc. Faites très attention. Même si on met de moins en moins de mots sur les slides, c'est quand même important qu'il n'y ait pas de faute. Et c'est dommage, j'ai pas le temps de finir parce que je voulais vous montrer un extrait, mais vous irez la regarder chez vous, il faut toujours, après tout, garder aussi du recul, de l'humour. Quand on pitch, c'est un moment aussi de plaisir à partager. On partage quelque chose qui nous tient à cœur avec des gens. Donc, il faut savoir rester dans le plaisir. L'humour, si on peut, à manier avec précaution. Et garder du recul sur tout ça. Je vous ai mis un extrait de Chris Esquer qui à se tordre de rire. Enfin, je suis particulièrement fan, mais bon. Oui, vous voulez le voir? Particulièrement drôle à 2,17 si tu veux avancer directement. Enfin, je sais pas, Chris Esquer, on aime ou on n'aime pas, mais en plus il a une pub. Ignorez l'annonce. Si tu peux aller tout de suite à 2,17. C'est très très drôle. Alors, il faut imaginer qu'il clôture en fait l'une des dernières conférences TEDx dont il y a eu des gens extrêmement importants, puis des gens qui se croient importants aussi. Donc, ce sont d'abord les gens qui réfléchissent, par opposition à ceux qui ne réfléchissent pas. Comme vous, j'ai la chance de faire la Révolution française. Alors, qu'est-ce que c'est ? Les révolutions françaises, pour moi, ce sont d'abord les gens qui réfléchissent, par opposition à ceux qui ne réfléchissent pas. Comme vous, j'ai la chance de faire partie de la première catégorie, et j'ai fait un constat, c'est que les gens qui n'ont pas d'idées, eh bien, il y en a beaucoup. Alors, je cherchais depuis longtemps un moyen de rassembler ces gens, et j'ai eu l'idée de créer une plateforme en open source. Rapidement, on s'est rendu compte que quand on met en relation des gens qui n'ont pas d'idées, eh bien, ils n'ont pas plus d'idées, mais ça les occupe. L'ensemble de la conférence est extrêmement drôle. Du coup, voilà, il parodie complètement tout ce qui vient de se passer avant. Mais bon, sachez, rester sur des sujets très forts. Il faut effectivement savoir rester dans l'échange et dans l'humain. Voilà, je vous remercie. Des petites, je ne sais pas si on a la place des questions maintenant à cause de Chris, peut-être pas. Merci beaucoup, à bientôt.